Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, un jeune homme a été tué par balle ce lundi par des gens non encore identifiés. Le crime a été commis au quartier 3 de la zone Ngagara. Nous sommes en commune Nahangwa. Les enseignants affiliés à la BCB crient au vol orchestré par les responsables de leur banque. Et pour cause, ils se sont vus forcés à rembourser leurs dettes avant les délais convenus et à des taux très élevés. Dans ce magazine, nous vous parlerons aussi de certaines résolutions prises par les autorités du pays dans le but de redresser l'économie. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons par cette page sécuritaire où un jeune homme a été tué au quartier 3 de la zone Ngagara, en mairie de Bujumbura, dans l'après-midi de ce lundi. La victime a été fusillée par des gens non encore identifiés qui étaient à bord d'un véhicule sans immatriculation. Les détails avec Aimable Nishim. Le jeune Tiwe répondait au nom de Yves Nshimirimana et était un agent de l'Umicash, EcoCash, Bankobu Inod et Pesa Flash pour le transfert d'argent. Selon les informations en provenance d'Ongagara, Yves Nshimirimana a été fusillé à la jonction des avenues Buchonyori et Kanyoni au quartier 3 de la zone Ngagara en mairie de Bujumbura. C'est notre jour ces informations. Des malfaiteurs non identifiés sont venus dans un véhicule de type Hilux, sans plaque et à vitres teintées. Yves Nshimirimana a succombé à ses blessures dans l'un des hôpitaux de Bujumbura. Les administratifs de la zone Ngagara demandent à la population d'alerter chaque fois à la vue des véhicules sans plaque. Yves Nshimirimana était natif de la colline Kigarama, en commune d'Ava, de la province de Mouaro. Sécurité toujours, une fillette est morte brûlée à l'eau bouillante par sa propre mère. Le crime a été commis dans la nuit de dimanche sur la colline Kadzirabageni de la commune Nyanzalak en province Makamba. L'auteur est sous les verrous au commissariat de cette même commune. Les détails avec Elvis Nyomongé. La fille brûlée par sa mère arrogante était connue sur notre périphérie de Nyonguru. Elle était âgée de 5 ans. Sa mère s'appelle Marie Shimirimana. Après avoir été blessée de cette chose, la fillette est morte sur le champ. Notre source sur la colline Kadzirabageni en commune Nyanzalak fait savoir que Marie Shimirimana est mère de cet enfant, né de tes pères. Le père de l'enfant tué avait déjà divorcé avec sa mère. C'est toujours notre source sur cette colline. Les administratifs auraient dit que cette mère a brûlé sa fille de 5 ans pour la simple raison que cette dernière l'avait longtemps conseillé de se céder amener des hommes dans la maison, chose que cette mère n'a pas voulu abandonner. À cet effet, les administratifs ont demandé aux parents de couper court avec les conflits familiaux qui aboutissent à de divorces, puisque ce sont les enfants qui en deviennent victimes. Marie Shimirimana, qui a tué son enfant, a été arrêtée ce lundi pour être incarcérée au commissariat de la police en commune Nyanzalak. Elvis Nyongongiri de la sécurité. Passons à la page politique pour parler de la chasse à l'homme contre les membres du parti CNL dans la commune Muruta en province Bujumbura. Une opération pilotée par les responsables du parti CNDD-FDD dans cette commune et ces derniers jours fermement de persécuter et pourchasser tout opposant au régime en place. Les détails avec Francine Maroro. Le premier pointé du doigt a incité les Imbonerakure de persécuter et chasser les membres du parti CNL et le nommé Diomedine Murugohe, responsable du parti CNDD-FDD dans la commune Muhuta. Nos sources indiquent que cette autorité, en complicité avec ses collaborateurs au sein du parti CNDD-FDD, invite les jeunes du parti de l'Aigle à se mobiliser et travailler assidûment, surtout la nuit, pour intimider et persécuter tous les opposants du pouvoir en place, principalement les partisans du CNL, témoignent aux citoyens. Le responsable du parti CNDD-FDD en compagnie du chef des Imbonerakure, Pascal Baranzira, et la présidente des femmes de ce parti, Jeannette Ndaishimiye, ont ordonné aux Imbonerakure à être vigilants et serrer les ceintures car c'est le moment de décrocher un poste au sein du gouvernement comme celui d'un député ou encore d'un sénateur.
ordinateurs. Donc, les Imbonerakure doivent se munir de machettes, de petits trous usés et de gourdins afin de patrouiller efficacement la nuit, puisque l'ennemi est toujours là et qu'il faut qu'en 2025, tous les membres du parti CNL soient adhérés au parti CNDD-FDD. Les listes de ce qui doit être arrêté parmi les membres influents de l'opposition ont été déjà élaborées, soulignent nos sources. À part que certains ont été déjà arrêtés, les mêmes sources révèlent que les éléments ciblés vont être soit tués, soit portés disparus. Ceux qui ont arrêté Pascal Baragnikwa sont toujours à la recherche des 4 autres personnes. Parmi elles, celle qui ne fuira pas devra mourir. Le nommé Hazayandi, le chef de colline Buringa et le chef de zone Melkiad, ainsi que celui de la zone Muhuta, ont tous dit que toutes ces personnes qui les empêcheraient de gagner doivent être arrêtées ou encore tuées pour qu'il y ait la paix et la sécurité dans la zone Muhuta. Actuellement, les informations en provenance de la commune Muhuta indiquent que certains habitants de la dite commune ne passent plus la nuit dans leur ménage par crainte de ces Imbonerakure. Parlons à présent gouvernance, où une commission de 3 juristes a été mise en place pour résoudre le conflit entre les instituts ISCO et ISGE et la Fédération des coopératives du Burundi, FENACOBO en sigle. C'est après que les lauréats de ces 2 instituts se sont vus refuser le droit de postuler pour passer une épreuve d'emploi. Eric Nyonzima. Faisant suite à une lettre du 17 septembre 2021, l'air adressée par un groupe de 15 personnes qui représentent les lauréats de l'Université du Burundi dans la faculté ISCO et celui de l'ISG qui demandaient la régularisation de leur situation. Le recteur de l'Université du Burundi et celui de l'ISG commencent par tranquilliser, signifier ces lauréats, leur faisant savoir que leurs doléances sont fondées. Dans cette lettre, ces recteurs indiquent qu'ils se sont entretenus avec le directeur général de la FENACOBO pour lui expliquer qu'il y aura eu une mauvaise interprétation de la loi régissant l'enseignement supérieur car pour entrer dans ces instituts, les candidats doivent avoir réussi à l'examen d'État. Et d'ajouter que non seulement on fait un test d'entrée, mais aussi que ces 2 institutions délivrent des diplômes de baccalauréat. Suite à ces échanges avec le directeur général de la FENACOBO, comme nous le disons toujours dans cette lettre, une commission de 3 juristes représentant ces 3 institutions, à savoir UB, ISG et FENACOBO, a été mise en place pour pouvoir faire une compréhension commune face à la divergence de l'interprétation des textes légaux et réglementaires régissant l'enseignement supérieur. Ces recteurs terminent en demandant à ces lauréats de prendre leur mal en patience en attendant le rapport de la dite commission. Rappelons que le FENACOBO avait lancé un appel d'offres d'emploi concernant les détenteurs d'un diplôme de baccalauréat ou licence. Mais les lauréats de l'ISCON et de l'ISG se sont vus retirer de la course pour avoir fréquenté des instituts. Eric Nyonzima, grogne des enseignants affiliés à la banque de crédit de Bujumbura, BCB en sigle. Pour cause, cette banque leur impose un taux d'intérêt élevé, en plus de procéder à un remboursement forcé en violation des conventions signées avec ses clients. Le point avec Onésime de Shimagit. Les cas qui font objet de l'augmentation des enseignants affiliés à la BCB sont notamment les frais alloués au paiement dans l'accréditif qui sont élevés selon les enseignants. À cela s'ajoutent les retenues bancaires allouées à la tenue de compte, mais aussi le remboursement forcé opéré par la BCB en violation des accords convenus avec ses clients, comme l'indique un de ses enseignants. Nous avons dénoncé ces cas depuis longtemps, mais on n'a jamais été entendu. Lorsqu'on contracte un crédit ailleurs, par exemple au fonds logement et au FST, et qu'on a un crédit à la BCB, cette dernière procède au remboursement forcé en violation du plan d'amortissement. Nous qualifions cela comme un vol organisé en violation de nos droits. Cet enseignant indique quant à lui qu'il a essayé de se débarrasser de cette banque,
mais il n'a pas encore y arrivé suite aux conditions difficiles qu'elle a posées. J'ai tenté de quitter cette banque, mais les conditions qu'elle a posées m'en ont empêché. Imaginez-vous un accréditif pour 10 000 francs. Si on leur demande pourquoi ils exigent un tel montant, quel argument pourront-ils avancer? Quelle valeur peut-on donner à ce document? À travers les plateformes qui les unissent, ces enseignants menacent de se débarrasser de la BCB si du moins elle décide de rester sourde d'oreille. Nous avons eu la chance d'avoir ce groupe qui nous unit. Ayons donc du courage pour continuer ce combat contre la BCB. Ne relâchez pas. Si elle ne change pas sa façon de traiter les clients, nous allons adhérer dans d'autres banques. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre la direction générale de la BCB, mais sans parvenir. Merci à toi, Onésime Douchima Guidé, toujours en page gouvernance. Le non-respect des clauses du contrat de vente de graines de coton par la société de fabrication d'huile de coton raffinant en sigle est parmi les causes de la décroissance de la compagnie de gérance du coton du Burundi, Cogerco en sigle. Les employés de la Cogerco indiquent que même ces graines de coton sont vendues à la raffina à un prix très bas. Éloge Divin Remisha pour plus de détails. Les graines de coton cultivées par la société Cogerco sont vendues à la société Rafina qui les utilise pour produire l'huile de coton utilisée dans la cuisson de la nourriture. Nos différentes sources à la Cogerco déplorent que les clauses du contrat dénommé protocole d'accord sur la vente de ces graines de coton signées par ces deux sociétés viennent de durer 21 ans sans être modifiées et que la Rafina viole souvent les clauses de paiement des graines de coton fournies par la Cogerco. Les employés s'étonnent de voir que la Cogerco continue de fournir des graines de coton même une année après l'absence de paiement de la part de la Rafina. Toutes les graines de coton sont vendues à la Rafina suite à l'existence du contrat qu'ils ont appelé le protocole d'accord. Ces accords datent de l'an 2000, donc vous comprenez que cela fait 21 ans, à peu près 22 ans, qu'ils n'ont pas été renouvelés. Il n'existe pas de contrat qui ne se résilie pas. C'était convenu que la Rafina prend la récolte de graines de coton et qu'elle règle la facture au mois de décembre, mais depuis la signature de ces accords, la Rafina n'a jamais honoré son engagement. Une année voire 2 ans peuvent passer avec une dette de plus de 200 millions et elle paie cette somme sans aucun intérêt. Les employés de la Cogerco ajoutent qu'ils ne comprennent pas comment leur directeur général peut autoriser la livraison de la récolte de graines de coton à un très bas prix. Il le compare avec le prix proposé par la commission chargée de fixer le prix de vente des graines de coton à la Cogerco. L'année dernière, la commission avait fixé le prix à 720 francs par kilo de graines de coton, mais le directeur de la Rafina s'y est opposé et la Cogerco lui a fourni ses graines de coton à 400 francs au kilo, alors que dans la sous-région, 1 kg de graines de coton se vendait à 1000 shillings tanzaniens. Même pour cette année, la commission a fixé le prix à 720 francs au kilo de ces graines, mais le directeur de la Rafina a dit qu'il ne va pas les acheter qu'à 420 francs au kilo. En plus, on a donné à la Rafina toute la production de graines de coton de cette année, alors que cette société ne s'est pas encore acquittée de la dette de l'année dernière. Il lui reste encore à payer une somme de 9 millions. C'est vraiment une honte. Ces employés de la Cogerco demandent au gouvernement de suspendre et de modifier les clauses du contrat qui lient la Cogerco à la Rafina, car les fonds de la Cogerco sont en train d'être détournés. Ils demandent également au directeur général de la Cogerco, Gustave Majambere, de se ressaisir afin de diriger cette société pour le bien du pays et des employés, étant donné que tout le capital social de cette entreprise est investi par l'État. La rédaction de la RPA a encore une fois tenté de contacter le directeur général de la Cogerco, Gustave Majambere, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Dans nos éditions ultérieures, nous allons évoquer d'autres problèmes qui, selon ses employés, handicapent le bon fonctionnement de la Cogerco. Éloge Divin Remish et cette mauvaise gouvernance, ces malversations ainsi que l'engagement des travailleurs non compétents seraient parmi les facteurs qui causent la faillite de certaines entreprises para-étatiques. Un avis partagé par le Premier ministre burundais Alain Guillaume Bunyoni, qui a même tenu à le souligner ce mardi. C'était lors d'une réunion avec les responsables des entreprises étatiques. Les détails avec Émile Nibasumba.
Au cours de la rencontre entre le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni et le directeur des entreprises para-étatiques, il a été signalé que 24 entreprises seulement ont versé des gains dans des caisses de l'État, alors qu'il y a 36 entreprises dont le gouvernement est actionnaire. Le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a été sévère envers leur directeur, leur affirmant que la mauvaise gestion, les malversations et le personnel non expérimenté sont des facteurs qui ont causé la faillite de certaines entreprises para-étatiques. Ce comportement dégoûtant des responsables des entreprises et leurs employés de gaspiller les trésors de l'État doit absolument changer. Ceux qui ont les oreilles doivent écouter. Vous devez savoir que ces temps sont résolus. Vous devez savoir que chaque chose a le début et la fin. Ce comportement de malversation économique doit également prendre fin. C'est étonnant de voir que les salariés touchent des salaires énormes qui dépassent l'argent qu'on a eu comme bénéfice. Les directeurs des entreprises para-étatiques ont pris la parole dans cette réunion, affirmant au Premier ministre que le gouvernement est également responsable de cette faillite puisqu'il ne rembourse pas les dettes qu'il a accumulées envers ces entreprises. Ces directeurs généraux se lamentent également du fait que le gouvernement préfère faire des commandes auprès des entreprises privées au lieu de donner les marchés aux entreprises dont il est actionnaire. Émile Nibassoumba, en page politique, Denise Ndadaye a été nommée premier vice-président du Sénat aujourd'hui. Elle remplace Spes Caritas Njebali Kanouye qui a été révoquée de cette fonction. Une révocation survenue après que cette sénatrice originaire de Gitega ait vendu le sucre à un prix supérieur au prix officiel dans son espace de vente. Sa remplaçante, en la personne de Denise Ndadaye, est originaire de la province Ngaro et est issue du même parti politique, le CNDD-FDD. Le parti au pouvoir a d'ailleurs salué cette nomination. Dans son communiqué, le CNDD-FDD indique que c'est une décision qui renforce le Sénat. Et toujours en parlant de ces résolutions visant à booster l'économie du pays, le gouvernement est en train de tout faire afin de lever les inquiétudes de la population en rapport avec l'octroi des passeports. Propos de Gervin Dirakovic, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communal. C'était lors de l'analyse et l'adoption d'une nouvelle loi sur les migrations par la Chambre basse du Parlement ce lundi. Le ministre Dirakovic a indiqué que le gouvernement a pris en main cette question du moment que les accords avec la société qui s'occupait de ces documents de voyage ont été suspendus. Suivez le ministre Gervais Dirakovic. Compte tenu des accords qu'on avait signés avec la société qui produisait les documents de voyage, on demandait seulement le reçu qui montre que la personne a déjà payé l'argent sur le compte de la banque au bout. C'est ce que les accords disaient. Mais aujourd'hui, comme ces accords ont été suspendus, les documents de voyage sont fournis par le gouvernement. Nous avons pris en main cette affaire et sommes en train de travailler dans le but de voir s'il faut donner le reçu ou le bordereau. Mais cela importe peu, puisque ce qui est important, c'est de voir que l'argent arrive à destination sans tricherie. Et concernant la doléance de délivrer à distance les documents de voyage pour les Burundais vivant à l'étranger et dont ces documents ont expiré, le ministre Gervin Dirakovic a souligné que les documents de voyage sont délivrés dans le pays d'origine dans le sens de manifester un esprit patriotique. Encore une fois, Gervin Dirakovic. Iri tegeko ntiryanje rivuga ukuntu abantu baronka le passeport mugabo twebwe tuvuga tuti kurya umuntu. Cette loi n'a pas précisé comment une personne reçoit un passeport, mais comme pour avoir une carte d'identité, on doit être présent au bureau de la commune. C'est incompréhensible qu'une personne qui est à l'étranger demande qu'on lui envoie un passeport. Vous savez, le visage de la personne ne reste pas le même quelque temps après son départ. Il change. Uko usanga umuntu uko yagiye ameze amaze guhinduka iyo akiri mutarakura amaze gukura n'aharasaza ifoto irahinduka imaje y'umuntu irahinduka nicyo gituma tuvuga tuti naze
Et comme ce document est très important, la personne qui le souhaite, étant à l'étranger, doit venir au pays pour le demander en bonne et due forme. Cela lui permettra d'avoir un esprit de patriotisme, car en sachant qu'après 5 ans, la personne en question doit revenir pour renouveler le document, elle se préparera pour revenir au pays. Et s'il le fait, c'est par amour de la patrie. Et avant de faire une pause, les administratifs de la mairie de Bujumbura s'inquiètent des menaces de mort qu'ils reçoivent de la part de ceux qui ont construit les bâtiments anarchiquement. Lors de la réunion du maire de la ville de Bujumbura de ce mardi, Jimmy Hatungimana a plutôt mis en garde ceux qui font ces menaces de mort et leur a fait savoir qu'ils seront punis exemplairement. Jimmy Hatungimana a également instauré une amende de 100 000 francs burundais contre ceux qui ont refusé de démolir leur bâtiment. Marie-Angela Kodze nous en dit plus. Les responsables administratifs de la ville de Bujumbura ont retracé les défis qu'ils ont rencontrés dans l'exécution de cette mesure du gouvernement de démolition des constructions anarchiques. À titre illustratif, le chef de la zone de Ruhero a évoqué la question des hautes autorités administratives ou des commerçants qui menacent de tuer les administratifs à la base qui leur demandent d'exécuter cette mesure. Sur 12 personnes qui ont construit dans les espaces verts, seule une a déjà démoli, comme l'a souligné l'administrateur de Mukaza. Je peux dire que la mise en exécution de cette mesure avoisine les 70% dans notre commune. Je citerai le cas de 11 personnes sur les 12 qui ont construit dans les espaces verts situés en zone Rohero et qui refusent toujours d'obtempérer. Le maire de la ville de Bujumbura a demandé à ses administratifs de ne pas céder à la peur car, dit-il, la mesure du gouvernement devra être appliquée à la lettre et sans exception. Pour Jimmy Hatungimana, c'est plutôt ceux qui profitent ces menaces qui seront punis. Il a aussi souligné qu'une amende de 100 000 francs, voire même plus, sera exigée à tous ceux qui n'ont pas encore démoli leur bâtiment. Pour ces récalcitrants qui n'ont pas obéi à cette mesure, nous devons leur infliger une amende allant de 100 000 au-delà. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Cette amende, d'abord, on l'inflige à tout le monde qui n'a pas respecté cette mesure. Et deuxièmement, nous devons nous-mêmes aller à faire ces travaux avec nos moyens et nous devons présenter la facture ou le reçu des travaux à celui-là qui n'a pas respecté les travaux dont il était question. Le délai d'exécution de ces démolitions des constructions anarchiques fixé par le ministre de l'Intérieur Gervais Ndirakobucha a pris fin avec le mois d'août. Merci à toi, Marie-Ange. Il a causé une courte pause et nous abordons la page santé de ce magazine. Une moyenne de 170 cas positifs est rapportée chaque jour dans le pays depuis le 21 juillet 2021, comme le montre le rapport du ministère de la Santé publique publié le 13 septembre. Selon ce rapport, les plus touchés ont un âge compris entre 25 et 44 ans. Quelques éléments du dit rapport avec Emmanuel Niongeko. Sur 47 794 personnes dépistées du 4 au 10 septembre 2021, 1561 ont été testées positives à la COVID-19. C'est au moment où 1107 autres avaient été testées positives dans une période située entre le 28 août au 3 septembre sur 31 971 tests effectués. Selon le rapport du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, rédigé et publié ce 13 septembre, les chiffres des cas positifs ont augmenté.
touchés. Dans ces 2 derniers jours seulement, 671 cas positifs ont été enregistrés. 319 ont été enregistrés le 11 septembre sur 19 108 tests effectués, tandis que 252 cas ont été confirmés ce 12 septembre sur 18 514 tests rapportés. Selon donc ce rapport, depuis le 21 juillet, en moyenne, 170 cas positifs à la COVID-19 sont enregistrés par jour, date de début de la notification de nombre élevé de nouveaux cas de COVID-19, alors que cette moyenne journalière était de 20 cas avant cette période. Selon toujours ce rapport du ministère de la Santé, 5274 cas ont été confirmés au cours de ces 4 dernières semaines, contre 4009 cas au cours des 4 semaines précédentes, soit une augmentation de plus de 31%. Le rapport du ministère de la Santé montre également que les personnes ayant un âge compris entre 25 et 44 ans sont les plus touchés. Le dit rapport indique que les gens de cette catégorie sont contaminés à l'ordre de 20 à 26%. Les jeunes dont l'âge est compris entre 15 et 24 ans sont contaminés à au moins 19%, alors que les enfants de moins de 5 ans représentent 3,17% de cas. Parmi les mesures prises par le ministère de la Santé publique pour faire face à cette pandémie figurent le renforcement du dépistage de masse, la recherche et le suivi des contacts, ainsi que la sensibilisation sur la mise en application des mesures barrières. Emmanuel Niyungiku. Et pour clore ce magazine Parlons Éducation, où les effectifs pléthoriques des élèves dans certains établissements scolaires situés dans les quartiers de la zone Gatumba en commune Mutimboudi de la province Bujumbura font toujours parler d'eux. Et ces quartiers font partie de ceux qui ont été sensiblement touchés par les inondations d'avril dernier. Et au lendemain de la rentrée scolaire 2021-2022, la population locale a fait savoir que malgré les efforts des philanthropes, le manque de salles de classe et de bons pupitres reste à signaler. Eloge Kwizera pour plus de détails. Le manque de salles de classe et l'équipement éducatif demeure une problématique chez la population de la zone Gatumba, victime des inondations. Selon les parents d'élèves et les enseignants, les salles de classe sont insuffisantes dans les écoles situées dans cette localité. Ils signalent également le mauvais état de bancs pupitres dans ces écoles. Nous avons encore un problème de bancs pupitres et même les tableaux noirs sont illisibles. Certains établissements manquent de salles de classe car il y a un très grand nombre d'élèves ici à Gatumba. Dans les classes de première, de deuxième, de troisième et de cinquième année, les élèves sont à 70 par classe ou encore plus. Certains s'assoient donc par terre ou partagent un banc pupitre à 4 ou à 5. Toutefois, le problème lié au manque de matériel scolaire a en grande partie été résolu grâce à l'intervention des bienfaiteurs, indiquent les parents d'élèves à Gatumba. Beaucoup d'organisations sont venues en aide et ont distribué des uniformes et des cahiers aux élèves dont les parents sont membres des associations. Les enfants qui ont participé aux différents événements organisés pendant les vacances ont également bénéficié du matériel scolaire. Les parents n'ont pas vraiment le problème de matériel scolaire car chaque famille qui s'est fait enregistrer a reçu 200 000 francs de la part du programme alimentaire mondial. Au moment où l'année scolaire 2021-2022 vient juste de commencer, la population de Gatumba demande aux autorités compétentes de trouver solution à son manque de salles de classe et de bancs pupitres afin que les élèves puissent suivre confortablement les cours. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage d'Eloge Kwizera que nous mettons un point final au journal de ce mardi 14 septembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations, sans oublier l'équipe technique. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous.